Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui après quelques complications bien mercuriennes rétro avec le fournisseur d'accès. C'est résolu et c'est parti pour la chronique de la pleine lune du 9 août 2025. À noter que ces énergies très importantes vont nous porter jusqu'à la prochaine pleine lune en Poissons du 7 septembre, qui est aussi une éclipse lunaire totale. J'en posterai la chronique à la fin du mois, mais cela veut dire que nous entrons en écho de ce qui s'est passé au mois de mars 2025. Alors cette pleine lune est à 16,59 du Verseau et ne fait pas d'aspect majeur. Alors ça ne veut pas dire que les aspects, les sesquis et les semis ne sont pas importants, ils le sont, mais en tout cas, elle ne fait pas d'aspect majeur. Elle est en sesquis carré à Mars à 1,28 dans la Balance, en semi-carré à Saturne rétrograde à 1,19 et Neptune rétro à 1,59, toutes les deux dans le Bélier. Elle est maîtrisée par un formidable Uranus qui est à 1,8 dans les Gémeaux, qui est en apex d'un petit trigone à Mercure rétro en Lion à 4,28 et à Saturne et Neptune rétro en Bélier. Uranus est également en apex d'un pentagramme, c'est-à-dire le petit trigone avec les deux sextiles que je viens de nommer, et un rectangle harmonique entre Mercure rétro, Mars, Pluton rétro à 2,14 du Verseau et Saturne-Neptune rétro. Enfin, Uranus fait partie d'un grand trigone avec Pluton rétrograde et Mars. À noter que dans ce thème viennent également s'inscrire deux cerfs-volants, l'un avec Saturne-Neptune rétro opposé à Mars et l'autre avec Mercure rétro opposé à Pluton. Que d'énergie, que d'énergie. Alors la pleine lune en Verseau agit comme une onde de choc mental, émotionnel et symbolique. À chaque pleine lune, le ciel nous tend un miroir, opposition du soleil et de la lune, c'est-à-dire tension entre ce que nous croyons vouloir et ce que nous ressentons en profondeur. C'est un moment d'éclatement, de révélation, de lucidité parfois douloureuse, mais souvent libératrice. Sur l'axe Lion-Verseau, cette pleine lune nous met face à une polarité brûlante. D'un côté, le soleil en Lion nous pousse à affirmer notre singularité, à briller, à créer, à nous affranchir de toute norme pour exister à notre manière. De l'autre, la lune en Verseau rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre théâtre intérieur, que notre place dans le monde s'inscrit dans des réseaux, des idéaux, des engagements collectifs. Cette pleine lune nous demande donc, suis-je capable d'assumer qui je suis sans écraser les autres? Puis-je m'exprimer pleinement tout en respectant la complexité du monde qui m'entoure? Est-ce que mon désir de reconnaissance personnelle s'aligne avec ce que je veux offrir à la société ou est-ce que je cherche à briller pour combler un vide que je refuse de regarder? À ce questionnement s'ajoute une série d'aspects mineurs mais redoutablement révélateurs. La Lune forme un sesquis carré à Mars en Balance, un semi-carré à Saturne rétrograde en Bélier et un autre à Neptune rétrograde également en Bélier. Ces aspects nous dérangent, ils travaillent dans les marges, dans les frottements subtils, dans ce qui coince sans que l'on sache tout de suite pourquoi. Le sesquis carré à Mars en Balance pointe une tension entre l'élan de la Lune en Verseau qui veut trancher, aller à l'essentiel, s'émanciper des faux-semblants, et la prudence paralysante de Mars dans un signe qui cherche avant tout à ménager les équilibres. Mars en Balance veut agir avec élégance, avec diplomatie, avec justice, mais il finit souvent par hésiter, reporter, négocier indéfiniment. Il s'agit d'une difficulté à poser des actes nets quand on redoute les conséquences relationnelles. Ce conflit latent entre le désir de clarté radicale et la peur du conflit ouvert peut se manifester très concrètement, par exemple dans une relation où l'on sent qu'un choix s'impose, dire non, partir, poser une limite, mais où l'on tergiverse, on repousse, on s'enlise dans de faux dialogues. Le résultat, c'est une colère rentrée, une énergie coupée de son axe, une frustration sourde. Le semi-carré à Saturne rétro en Bélier ajoute une couche de confrontation intérieure. Saturne rétrograde agit comme une autorité interne qui vient auditer nos fondations personnelles. Alors en Bélier, on s'attaque au jeu. Est-ce que je suis capable de prendre ma vie en main sans m'inventer des excuses? Suis-je réellement autonome ou simplement dans la rébellion de surface? Ce semi-carré met en lumière un désalignement entre l'idéal lucide de la Lune en Verseau et nos fondations personnelles encore fragiles,
pas assez bâti pour porter nos idées. On peut se sentir légitime intellectuellement, mais vide d'assurance intérieure. Alors ça peut se traduire par des moments de blocage où l'on sait ce qu'il faudrait faire, mais où l'on n'a pas encore le muscle intérieur pour passer à l'acte. Par exemple, quelqu'un qui a une vision brillante d'un projet collectif, mais qui n'arrive pas à s'y engager vraiment, car il doute de sa capacité à tenir sur la durée. Et puis, Neptune rétrograde en Bélier, en semi-carré lui aussi, vient souffler le doute mystique. Neptune rétro dissout, érode, ça érode beaucoup les illusions. En Bélier, on ne supporte plus les égos gonflés à la conquête ou à l'héroïsme personnel. Ça réveille les failles de nos impulsions messianiques, ça vide le réservoir de l'auto-affirmation stérile. Donc on peut être dans une sorte de crise en ce moment, une perte de motivation, un sentiment d'errance. On ne sait plus exactement pourquoi on se bat, ni pour qui. Alors c'est pas forcément une dépression, mais une désorientation. Ce que l'on croyait solide s'effrite, les grandes idées collectives peuvent paraître creuses, et puis notre élan personnel trop fragile pour les porter. Alors ça peut se vivre comme un moment de silence intérieur, le monde continue, mais notre boussole n'indique plus vraiment la direction à prendre. Alors face à cette constellation de tensions souterraines, la tentation est grande de fuir, de s'étourdir ou de trancher de façon brutale. Mais la pleine lune en Verseau propose autre chose, une forme de lucidité active, presque stoïcienne. Elle nous invite à ne pas confondre clarté et précipitation. C'est une énergie qui nous apprend à penser froidement à nos élans chauds, à décortiquer nos contradictions au lieu de les dissimuler. Elle nous rappelle qu'il est possible d'agir sans fracas, de choisir sans agresser, de s'émanciper sans renier. Le défi n'est pas de tout comprendre ni de tout résoudre, mais de rester assez présente à soi-même pour entendre ce qui grince et de ne pas le recouvrir de bruit. Les rétrogradations de Saturne et de Neptune, loin d'être des ralentissements punitifs, sont des occasions puissantes de réajuster notre posture intérieure. Saturne nous enseigne que la force ne vient pas du geste spectaculaire, mais de la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on dit et ce que l'on fait. Neptune nous enseigne que la véritable vision ne surgit pas de l'excitation, mais du vide fertile qui s'offre à nous. Ces deux maîtres lents demandent du courage, celui d'accepter que certaines certitudes tombent, que certains rêves se transforment ou se dégonflent, non pour nous écraser, mais pour nous rediriger. En ce sens, cette pleine lune offre une opportunité rare, celle de retrouver une forme d'intégrité. Elle nous pousse à être vraie, pas forcément brillante, à oser la parole juste, même si elle déplaît, à renoncer à plaire pour enfin nous respecter. Elle nous enseigne que l'authenticité est plus précieuse que la reconnaissance et que la liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais à ne plus mentir sur ce que l'on veut vraiment. Psychologiquement, cette énergie peut provoquer une forme de dissonance affective. La lune, qui est l'archétype du besoin de sécurité, du lien charnel et de la mémoire émotionnelle, elle est ici placée dans un signe où l'émotion est souvent intellectualisée, mise à distance, voire radicalement réformée. Cela peut créer une sensation d'aliénation, de solitude choisie ou subie, mais aussi d'éveil brutal à des vérités collectives ou systémiques. C'est un moment propice pour observer nos attachements obsolètes, nos appartenances conditionnées, nos routines affectives figées et s'ouvrir à de nouvelles formes de liens. Certainement plus libres, plus électives, plus horizontales. D'un point de vue énergétique, la pleine lune en Verseau fonctionne comme un catalyseur de déclics mentaux, de prise de conscience soudaine, surtout si Uranus, maître du Verseau, est activé, là comme il l'est aujourd'hui. Les révélations qui émergent ne sont pas toujours confortables, mais sont souvent libératrices. C'est une lunaison de rupture fertile, des bifurcations existentielles, des idées hors cadre qui demandent à être intégrées dans une vision plus large. Et ceci est déjà le message bien secouant de la pleine lune. Alors, quid d'Uranus qui maîtrise et règne totalement sur cette énergie ici? Un Uranus qui en plus vient s'inviter dans une relation très particulière avec Saturne, Neptune et Pluton. Leur alliance, cette alliance est tout bonnement spectaculaire et gardons en tête que l'année prochaine, Jupiter va entrer en Lion et dans cette danse-là. Alors, chaque chose en son temps.
Dans la théogonie d'Hésiode, nous avons d'abord le chaos, qui est le gouffre. Le chaos est un état initial, sans direction, sans forme, sans matière. Ça évoque presque la condition singulière d'un trou noir ou même de l'univers juste avant le Big Bang. C'est un vide béant, l'espace primordial, mais aussi un état indifférencié. Puis émerge Gaïa, qui n'est donc engendrée par personne. Elle apparaît, elle émerge, elle advient, elle se manifeste. Elle est dans ce sens une entité autochtone, comme l'est Chaos et ou plus tard Eros. Elle ne vient pas de quelque part, elle est un des piliers de l'être. Gaïa est autogénérative dans les premiers instants du cosmos. Elle est une déesse primordiale, complète en elle-même, capable d'engendrer le monde sans partenaire, sans consort. Avant de donner naissance à Ouranos, Gaïa enfante seule, par parthénogenèse, c'est-à-dire sans union avec un mâle, plusieurs figures primordiales. Pontos, qui est la mer, qui est une divinité marine primordiale, Ourea, qui sont les montagnes personnifiées, les masses terrestres qui émergent du corps même de Gaïa, et enfin Ouranos, le ciel étoilé. Il devient ensuite son partenaire et père de très nombreux enfants, dont les titans, les cyclopes, les hécatonchires. C'est donc seulement dans un second temps que la polarité ciel-terre, Ouranos-Gaïa, se met en place, fondant l'ordre cosmique dualiste sur lequel va reposer toute la mythologie grecque et aussi pas mal d'autres textes fondamentaux. Ouranos est donc le fils de Gaïa, il est aussi son amant et le père de ses enfants. C'est prendre beaucoup de place dans le cœur et la vie d'une ou d'un autre. Si Ouranos considère Pontos et Ourea comme sublimes, il en va d'une toute autre chanson quant à sa propre progéniture qu'il juge monstrueuse. Ce qualificatif rendant précisément compte de ce qui est en jeu ici. Le verbe « montrer » vient en effet de l'ancien français « monstrer ». Aussi le monstre révèle ce que le ciel étoilé s'obstine à ignorer, gardant ses enfants enfouis dans le ventre de Gaïa. Une création nouvelle a surgi, mais elle est condamnée à l'invisibilité. Une génération inédite est née, mais reléguée dans l'inconcevable. Autrement dit, le monstre incarne, dans notre imaginaire, ce qui nous menace et que nous tenons à distance en le parant de traits répugnants. Il n'est donc pas un père bienveillant ou un amant éthéré, il est une présence constante, oppressante, qui s'étale sur Gaïa sans relâche. Jour et nuit, il la recouvre, il la pénètre, il l'enveloppe, sans jamais se détacher. Et de cette union ininterrompue, presque suffocante, naît une multitude d'êtres puissants. On a les titans, on a les cyclopes, on a les hécatonchires, des forces colossales, archaïques et formées et restant dans la profondeur de la terre. Ouranos est terrifié par la puissance de cette descendance, ou plutôt incapable de supporter qu'émerge quelque chose qui ne soit pas lui, et donc il empêche leur naissance. Il les condamne à une gestation éternelle. Ouranos utilise Gaïa comme une matrice qu'il contrôle, un lieu clos d'où rien ne doit sortir, rien ne doit advenir. Symboliquement, il incarne l'absolu du haut, le principe céleste pur, désincarné, qui refuse la manifestation, le changement, la séparation. Il veut l'union totale, permanente, mais pas au prix de la croissance et de la différenciation. Alors, c'est pas l'amour, c'est l'étreinte qui étouffe Gaïa. Et elle finit par en souffrir. Donc elle gémit littéralement de douleur. Et puis dans un geste à la fois matriciel et révolutionnaire, elle forge une serpe de silex et demande qui de ses enfants la délivrera. Et c'est Cronos, Saturne, qui castrera le père et permettra à la mère d'accoucher du monde. Ouranos est donc le mythe du contrôle originel de la verticalité qui nie l'horizontalité de la vie. Il représente cette tentative de garder le chaos originel sous clé.
d'enfermer les forces primordiales plutôt que de les laisser naître. Mais en les retenant, il crée sa propre perte. Ce moment de rupture, la castration, permet l'avènement du temps, Saturne-Chronos, du devenir, de l'histoire avec un grand H. Et du sang d'Ouranos tombé sur Terre naissent encore des êtres puissants, tandis que son sexe jeté en mer surgit Aphrodite, la beauté qui naît du conflit entre l'infini céleste et la chair féconde. Alors en astrologie, à partir de la vision uranienne jusqu'à la manifestation saturnienne, il y a du chemin. Uranus tend à générer une insatisfaction qui est à la mesure de son désir de réinvention. Cette colère sourde se manifeste par la critique et ou le refus de ce qui est, au nom d'une certaine idée de ce qui devrait être en fait. Et ce mécontentement uranien, il est fondé sur une surestimation du pouvoir de l'esprit. Nous nous identifions inconsciemment à la puissance du ciel étoilé, capable d'engendrer une création qui reflète sa splendeur. Dans l'esprit d'Uranus, la pensée devrait engendrer immédiatement une nouvelle réalité en se jouant de Saturne, de ses limites et des résistances. Le problème d'Uranos, c'est qu'il ne sait pas créer tout seul. Il ne sait pas inventer lui-même puisqu'il lui aussi vient du ventre de Gaïa. Or, l'uranien peut s'employer à développer 1000 ruses pour contourner cette incontournable vérité qu'est Gaïa. C'est-à-dire le signifiant de la matrice, de la matière, de la corporéité qui pose à Ouranos tant de difficultés. Et à s'y refuser carrément pour maintenir l'illusion que l'expérience de l'incarnation, de la biologie, des relations humaines sont le fait d'esprits asexués. La coupure avec Gaïa correspond à un moment uranien de rupture, un acte radical qui met fin à un état bloqué. Une fois au-dessus, Uranos-Uranus devient la vision supérieure, une conscience qui voit d'en haut, qui inspire, mais qui n'étouffe plus. La mise à distance permet que le cycle du temps, Saturne, démarre et que la matière se transforme. On passe d'un idéal figé à un idéal qui sert de boussole, pas de prison. Enfin, après avoir été castré par Chronos, Ouranos prononce une malédiction prophétique contre son fils. Il lui prédit qu'à son tour, Chronos sera renversé par l'un de ses propres enfants, reproduisant ainsi le cycle de violence entre générations. Du coup, Saturne va lui aussi garder ses enfants dans son ventre. Mais bon, aujourd'hui nous parlons d'Uranos qui est à l'honneur de cette pleine lune en Verseau, ainsi qu'une autre entité remarquable que nous devons honorer aussi, j'ai nommé Prométhée. Alors Prométhée, il est le petit-fils d'Uranos. Ça compte ici. Et il est le fils du titan Lapéto. Son prénom romain, c'est Japet. On va l'appeler comme ça pour plus de simplicité. Prométhée appartient donc à une génération juste après les titans dits originels. C'est Chronos, Hyperion, Japet, Atlas, etc. Mais bien avant les dieux de l'Olympe. Bien avant les enfants de Chronos et de Rhea. Il ne sort pas du ventre de Gaïa au sens où Chronos a dû être libéré de l'emprise d'Uranos. Il naît plus tard, une fois que le monde est déjà structuré, après la chute d'Uranos et la montée de Saturne-Chronos au pouvoir. Il est donc né dans un monde déjà en mouvement, où le ciel n'écrase plus la terre, où le temps a commencé à se dérouler. C'est important, Prométhée est déjà détaché des conflits primordiaux, des instincts de domination brute. Il vient à un moment où la complexité devient possible. C'est pas un fondateur brutal, c'est un dissident qui pense. Prométhée n'est pas un titan au sens strict de ceux qui affrontent Zeus pendant la titanomachie. D'ailleurs, il ne prend pas part à cette guerre. Il reste à l'écart, il ne soutient ni Saturne, ni Jupiter, il n'est pas dans une logique de clan. Et c'est là que sa marginalité commence. Il observe, il réfléchit, et il choisit de s'intéresser à une autre espèce que la sienne, bien plus vulnérable, les humains. Il ne les idéalise pas, mais il repère une potentialité, une ouverture, une capacité à apprendre, à créer, à penser autrement. Quelque chose de mouvant, d'incertain, mais de vivant. Les dieux, eux, sont figés dans leur fonction en fait, et les humains, non. Ils peuvent devenir. Et c'est vraiment
le verbe que l'on entend avec le Verseau, ce qui est en devenir. Zeus, lui, veut les maintenir dans une forme d'impuissance. Il leur refuse le feu. Refuser le feu, c'est pas seulement refuser le confort ou la technique, c'est refuser l'autonomie, la mémoire, le lien avec le monde. Le feu, c'est l'outil du passage, c'est ce qui permet de transformer ce qui est donné. Prométhée prend ce feu, il le vole et il le transmet. Il ne demande pas d'autorisation, il ne cherche pas la reconnaissance, il agit, il est dans l'expérimentation. Et ce geste le place hors système. Il n'est plus un titan, ni un serviteur de l'ordre olympien, il devient quelque chose d'autre. Un passeur, un perturbateur aussi, il casse une frontière qui n'était pas censée l'être. Mais attention, Prométhée n'oublie pas les siens. Il ne prétend pas qu'il s'est auto-engendré et qu'il ne devrait rien à ses prédécesseurs, à ses parents, à ses maîtres. Il n'est pas animé par ce type d'illusion uranienne. La rébellion uranienne basse fréquence, c'est un peu de s'enorgueillir d'une audace en rejetant tout ce dont on est issu, par exemple. Ici, on ne va pas régresser sur le plan d'Ouranos, mais transgresser la logique de Saturne-Chronos. On va devoir articuler le monde d'Uranus à celui de Saturne. On ne dresse pas le ciel contre la terre, mais on cherche à ranimer le souffle de l'esprit du ciel étoilé, que Saturne étouffe souvent, par peur du reste. Pour Prométhée, c'est l'audace de la transgression qui triomphe de la peur de s'opposer aux siens et de s'exposer à leur rejet. On va comprendre, avec Uranus, avec le Verseau, on prend le risque de l'exclusion ou de l'incompréhension. On ne peut pas faire la place à Prométhée quand on se préoccupe avant tout de maintenir certaines relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. Très difficile de prendre le risque d'une transgression lorsqu'on est soumis à l'injonction de satisfaire nos proches. Et c'est le défi de cette pleine lune en Verseau, qui est maîtrisé par un Uranus magistral, voire royal. Comment puis-je exercer mon originalité ou développer une idée nouvelle, un nouveau concept, si je suis astreinte à un attachement lunaire qui me tient lieu de ventre maternel? N'avons-nous pas tendance à nous défendre du changement et de la transformation que nous appelons en même temps de tous nos vœux? Il faut bien reconnaître que nous avons inconsciemment cristallisé des représentations de nous-mêmes, des constructions intellectuelles et spirituelles auxquelles nous restons fidèlement identifiés, et ce, quelles que soient les nouvelles expériences que la vie nous amène. Or, pour nous dégager de cette claustration, il faut d'abord pouvoir la voir comme telle, parce que la majorité du temps, les murs psychiques qui nous enferment, nous ne les voyons pas. Cette période de pleine lune en Verseau, c'est une invitation de Prométhée à éclairer nos murs afin de prendre conscience des conditionnements spécifiques qui nous entravent et pour s'extraire de la stérilité de la répétition. Prométhée sait que le règne de Chronos-Saturne est sans avenir parce que son pouvoir nous soumet précisément à cette stérilité et à cette répétition. Après, on le sait, le combat contre Chronos n'est pas juste une prise de conscience. Pour en triompher, il va falloir fédérer toutes les puissances, en commençant par Zeus, par ses frères, Poséidon et Hadès, alors, Jupiter, Neptune et Pluton dans notre thème, puis les Cyclopes et les Hécatonchires. Donc oui, la prédation de Saturne dans notre thème, c'est pas simplement une mince affaire. Aujourd'hui, les énergies prométhéennes de cette pleine lune nous invitent à rompre les chaînes de la peur et faire triompher notre audace et notre désir. Alors ça commence par la prise en compte et l'identification d'un système qui a fait son temps. Où en suis-je aujourd'hui de ce système ? Ça me demande d'être attentive à mon désir, à ma fécondité, à ma créativité. Ça me demande de l'audace, de me libérer de limites, de peurs et de redonner vie aux énergies enfermées dans le ventre de Saturne, c'est-à-dire Hestia, que vous connaissez peut-être davantage sous son nom romain, c'est-à-dire Vesta, Déméter, Héra, qui est quand même la future reine de tous les dieux, Pluton et Neptune. Et ça tombe très bien, ça tombe très très bien, c'est magnifique cette carte, puisque Uranus est en sextile de Neptune conjoint Saturne et en trigone à Pluton. Le thème de cette pleine lune ne cesse de m'enchanter, c'est juste un festival de messages et de solutions. Le défi, ça va être de rester focus. Alors, nous voici donc collectivement
en plein cœur d'un ciel où Uranus en Gémeaux, nerveux, brillant, curieux, joue le rôle du maître de cette pleine lune en Verseau, et il ne le fait pas en douceur. Uranus, planète des éclairs soudains et des révolutions mentales, se trouve en sextile à Mercure rétro en Lion. Un aspect qui déjà nous donne l'impression de recevoir une série de notifications mentales impossibles à ignorer, sauf qu'elles arrivent en désordre, parfois contradictoires. Les idées affluent, mais elles demandent à être triées avec soin, parce que Mercure rétrograde en Lion, ça tend à teinter nos mots d'une certaine susceptibilité, d'orgueil, d'un ton un peu dramatique, ou à provoquer de fausses interprétations si nous parlons trop vite. Nous pouvons très bien en ce moment envoyer un message génial dans notre tête et 2 secondes plus tard réaliser qu'il était maladroit, hors contexte ou mal reçu. Gardez bien en tête que Mercure va maîtriser Uranus en Gémeaux pendant 7 ans. Jusqu'au mois de novembre, là, et à partir du 27 avril 2026, pendant 7 ans. Donc on a à l'œil les positions de Mercure et les aspects qu'il forme. Le 11 août, Mercure reprend sa marche directe. Nous avons alors la sensation qu'un brouillard mental se lève, que les blocages dans nos échanges et nos déplacements trouvent une issue. Mais attention, le nettoyage des malentendus peut prendre encore quelques jours. Mercure sortira totalement de l'énergie rétrograde le 25 août. Dans ce laps de temps, il s'agit de ne pas vouloir aller trop vite dans nos clarifications sous peine de créer de nouvelles crispations. L'autre facette cruciale, c'est ce sextile d'Uranus à Saturne et Neptune rétro en Bélier, qui forme avec Mercure un petit trigone. Uranus est donc à l'apex, c'est lui qui reçoit et redistribue les impulsions, c'est lui qui canalise l'énergie de Saturne, on vient le voir, Saturne structure, responsabilité, une sorte de prédation, et de Neptune, ma vision, mon idéal. Tout en les teintant, Uranus va les teinter de sa propre impatience mercurienne ici. Donc le défi, ça va être la coordination. Saturne rétro remet en question nos méthodes et nos règles. Neptune rétro nous pousse à démasquer nos illusions et à revoir nos idéaux à la lumière du réel. Alors résultat, on peut se sentir pris entre l'envie de commencer quelque chose, d'innover, et puis la nécessité de revoir nos bases et le besoin de rester fidèle à une inspiration profonde. Qui a besoin d'être respectée, cette inspiration, elle est belle. Donc dans notre quotidien, ça peut se traduire par un projet créatif ou professionnel qui demande une réorganisation urgente, après avoir mis en évidence des lacunes de communication, surtout. Ça peut être des discussions familiales ou amicales qui révèlent qu'on ne parlait pas tous du même plan ou du même objectif depuis le début. Ça peut être aussi des idées novatrices qui bousculent notre routine, mais qui nous forcent aussi à faire du tri dans des vieux schémas mentaux. Donc on va chercher à éviter de vouloir imposer nos idées parce qu'elles sont bonnes sans avoir écouté toutes les parties. On va éviter de croire que le passage de Mercure direct va effacer comme par magie tous les malentendus accumulés. Puis on va éviter de réagir trop vite à une révélation ou une proposition, surtout dans le cadre professionnel ou relationnel, en sautant des étapes logiques. On va utiliser la vivacité uranienne pour inventer de nouvelles façons de dialoguer. Par exemple, en clarifiant par écrit ou en alternant écoute et reformulation. Laissons passer 24-48 heures après le retour de Mercure direct avant de trancher une décision cruciale ou pour laisser les informations sédimenter. On va prendre le temps de revisiter nos rêves avec Neptune et nos plans concrets afin de voir comment les unir dans une action précise et réaliste. Ce petit trigone nous apprend que l'innovation véritable n'est pas seulement une idée brillante lancée au détour d'une conversation, mais un pont entre l'éclat soudain, Uranus, la discipline constructive, Saturne, et l'idéal inspiré, Neptune. Nous sommes invités à devenir des passeuses d'idées qui savent écouter, ajuster
et concrétiser au lieu de courir derrière la prochaine fulgurance. Si nous jouons bien cette carte, nous en ressortons avec un mental aiguisé, des relations clarifiées et puis des projets qui, au lieu d'être des feux de paille, deviennent de véritables constellations. Alors, Uranus a d'autres messages à nous transmettre. Il forme un grand trigone d'air avec Pluton rétro en Verseau et Mars en Balance. 3 pôles distincts, 3 vibrations qui s'auto-alimentent. Uranus en Gémeaux nous propulse dans une accélération mentale et relationnelle, idées fulgurantes, nouvelles connexions, changements imprévus dans nos circuits habituels. Pluton rétro en Verseau, lui, creuse en profondeur, nous oblige à dépoussiérer nos appartenances, nos réseaux, nos modes d'encouragement collectif. Il veut du vrai, pas du vernis social. Mars en Balance, quant à lui, il nous pousse à agir dans la relation, à négocier, à équilibrer les forces, mais il peut aussi nous faire perdre du temps à tergiverser si nous avons peur du conflit. C'est un grand trigone qui donne un courant porteur exceptionnel. Il nous offre une circulation fluide entre pensée, transformation et action, mais il exige que nous sachions diriger cette puissance pour éviter qu'elle se dissipe en agitation. C'est à nous de garder un peu le contrôle là-dessus. C'est la gestion de notre vitesse intérieure qui va être challengée ici. Nous risquons de prendre des décisions sur un coup de tête parce que tout semble évident dans l'instant, ou de vouloir bouleverser des dynamiques relationnelles sans mesurer toutes les conséquences. Pluton rétro accentue le besoin de vérité brute, mais cette franchise peut devenir blessante si elle n'est pas calibrée. Mars en Balance ajoute le risque d'entrer dans des joutes verbales ou stratégiques juste pour gagner plutôt que pour résoudre. Alors avec ce trigone, on peut décider de réorganiser du jour au lendemain un projet professionnel ou associatif parce qu'une meilleure idée est apparue, mais oublier d'embarquer tout le monde dans le processus. On peut aussi se lancer dans un débat idéologique en croyant faire avancer la réflexion, mais en réalité, on va créer une scission dans un groupe. Ou alors dans notre sphère personnelle, ça peut être de confronter un proche à une vérité que nous jugeons, nous, salutaire, mais qui en fait est reçue comme une attaque. Évitons de dépenser notre énergie dans des combats d'ego plutôt que dans des réformes constructives. Évitons aussi de couper brutalement des liens qui auraient pu évoluer sainement avec un peu de patience et de méthode. Laissons un espace à l'adaptation, utilisons Mars en Balance pour peaufiner nos tactiques relationnelles, transformer les tensions en opportunités de coopération, cherchons les terrains d'entente avant les lignes de fracture. Et puis laissons Pluton rétrograde nous guider dans un travail de fond sur nos alliances et nos objectifs collectifs en épurant ce qui est obsolète plutôt qu'en détruisant pour le plaisir du neuf. Ce grand trigone d'air nous enseigne que l'intelligence collective n'est pas la somme de brillances individuelles, mais la synergie entre éclair de génie, courage d'agir et capacité à régénérer nos structures. Nous pouvons en ce moment transformer radicalement nos modes de pensée et de collaboration à condition de rester conscients du pouvoir que nous manions. L'évolution passe par l'articulation fine entre célérité et profondeur, affirmation et équilibre, vision et diplomatie. Si nous savons orchestrer ces 3 forces, nous sortons de ce cycle avec des relations plus solides, des idées qui ne se contentent pas d'être brillantes, mais transformatrices, et puis un sentiment de cohérence intérieure qui nourrit notre action au long cours. Alors je vais quand même revenir sur Mercure rétro en Lion, maître d'Uranus, très fougueux, mais tourné quand même pas mal sur son propre récit et qui se trouve en opposition à Pluton rétrograde en Verseau, qui ici est le maître de la vérité sans phare en fait. Et c'est le choc entre la parole subjective, nourrie d'émotions et d'ego, et la parole décryptante, presque chirurgicale, qui veut exposer ce qui se cache derrière les masques du groupe, du réseau, des amis, enfin du collectif. En parallèle, Mercure rétrograde est en carré à Chiron rétrograde en Bélier, ce qui active de vieilles blessures liées à notre façon de nous exprimer, à notre droit de parler ou à notre capacité à être entendu sans être attaqué. Enfin, un sextile à Mars en Balance qui nous souffle qu'il existe une voie active mais diplomatique pour transformer ces tensions en actions justes. Le challenge ici, c'est que nous pouvons nous sentir poussés à défendre nos idées comme s'il s'agissait de notre identité même.
ce qui rend tout désaccord particulièrement sensible. L'opposition à Pluton rétrograde nous expose à des conversations où les vérités dérangent, où les mots deviennent des leviers de pouvoir, voire de manipulation. Et le carré à Chiron met le doigt là où ça fait mal, en fait. Donc, les critiques reçues comme des blessures personnelles. Là, il existe aussi des souvenirs d'humiliation verbale, peur de dire ce que nous pensons vraiment. Dans notre quotidien, ça peut donner un échange où nous nous sentons mis à l'épreuve, presque cuisinés sur nos intentions, et où la tentation est forte de répondre de façon défensive. Ça peut être un conflit amical ou familial où une remarque anodine réveille un vieux ressentiment et où chacun campe sur sa version des faits. Une négociation où la tension monte, mais où Mars en Balance nous offre quand même la possibilité d'amener à un argument précis, équilibré, qui retourne la situation à notre avantage. Donc on va éviter de transformer un désaccord ponctuel en combat de domination intellectuelle, et ou de réagir à chaud en attaquant sur le terrain personnel, ce qui refermerait toute possibilité de dialogue. Et puis profiter du temps rétrograde pour réviser nos arguments, relire nos messages et vérifier que nos mots reflètent vraiment notre pensée plutôt que notre humeur du moment. Utilisons Mars en Balance pour agir avec tact, formuler des demandes claires, proposer des compromis et rechercher à rallier plutôt qu'à vaincre. Prendre conscience que le carré à Chiron peut être un catalyseur de guérison, accueillir la douleur d'une critique, non pour s'y complaire, mais pour comprendre ce qu'elle révèle de notre relation à la parole et à l'écoute. Bon, vous voyez, on a un magnifique rectangle harmonique et ce rectangle nous propose de parler, d'apprendre à parler. C'est pas seulement aligner des arguments, mais engager notre être tout entier. Les tensions actuelles sont des laboratoires où nous pouvons apprendre à conjuguer vérité et bienveillance, puissance et ouverture. Nous allons sortir grandis si nous comprenons que chaque mot dans un contexte tendu est un acte de création, qui peut aussi être un acte de destruction, mais nous avons le choix de faire de notre langage un outil de clarté et de lien plutôt qu'une arme de rupture. Bon, je voudrais aussi adresser ce Mars en Balance, qui maîtrise la conjonction Saturne et Neptune rétrograde en Bélier quand même, et à laquelle il est opposé là. Même chose que pour Mercure, ce Mars, il va être le gouverneur de Saturne pendant 2 ans et demi et de Neptune pendant plus d'une dizaine d'années. C'est la confrontation entre notre volonté d'agir avec diplomatie et la dure exigence d'un Saturne rétro qui nous rappelle que tout engagement doit reposer sur des bases solides. Tandis que Neptune rétro, là, il brouille un peu, parfois la vision. Il fait planer le doute sur nos motivations ou celles des autres. Et comme si ça ne suffisait pas, Mars est en carré à Vénus et Jupiter en Cancer, ce qui vient réveiller nos attachements affectifs et nos croyances de sécurité émotionnelle. Alors, parfois jusqu'à l'excès, puisque Jupiter est dans l'équation. Nous allons devoir trouver le juste dosage entre action et patience. L'opposition à Saturne rétrograde peut nous faire sentir freinés, critiqués, obligés de justifier chacune de nos décisions. L'opposition à Neptune rétro ajoute la sensation d'un brouillard. On ne sait pas trop ce qu'il faut qu'on dise, ce qu'il faut qu'on fasse. Sommes-nous en train d'agir pour défendre une relation ou simplement pour ne pas perdre la face ? Et le carré à Vénus-Jupiter en Cancer active cette zone sensible. Nous risquons donc de mélanger vie affective, loyauté familiale, décision pratique, ce qui brouille notre jugement. Alors, ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut être un projet commun où nous voulons jouer les médiateurs, mais où les parties en face nous jugent trop lents ou trop conciliantes. Ça peut être une situation familiale ou une action concrète et urgente, comme un déménagement, la gestion d'un héritage ou les soins apportés à un proche, mais où nos émotions nous paralysent ou nous poussent à vouloir sauver tout le monde. Et ça peut aussi se révéler dans un partenariat professionnel où on nous demande des preuves tangibles de notre engagement alors que nous pensions que la confiance allait de soi et qu'elle était acquise. Donc, dans l'ordre du possible, on va devoir éviter de se lancer dans une action précipitée juste pour éviter l'inconfort du doute ou du conflit. Évitons aussi d'utiliser la diplomatie comme prétexte pour ne rien décider, ce qui laisserait les autres trancher à notre place. Évitons de confondre
générosité et surprotection au risque d'alimenter des dépendances ou simplement d'épuiser nos forces, surtout qu'en ce moment, ou nos ressources, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on peut être un peu fatigué. Posons des jalons clairs, définissons ce qui est non négociable pour nous avant de chercher un compromis. Utilisons la lucidité saturnienne pour passer nos projets au crible de la faisabilité, tout en laissant Neptune nourrir une vision inspirante à long terme. Il n'est pas étranger à cette équation, bien au contraire. Je parle de Neptune. Et puis avec le carré à Vénus-Jupiter, on a besoin d'apprendre à dissocier nos besoins affectifs de nos décisions stratégiques, en gardant une part d'émotion, mais en l'encadrant par des critères concrets. L'harmonie, c'est pas l'absence de tension, mais c'est la capacité à danser avec elle. Nous sommes invités à faire la paix avec l'idée que certains freins et certaines zones d'incertitude sont là pour tester la solidité de nos engagements. Si nous savons conjuguer la justesse de l'action martienne, la profondeur des émotions vénusiennes et l'expansion jupitérienne, avec la rigueur et la vision des rétrogrades en Bélier, nous sortons de cette période plus indépendante, plus autonome, plus claire sur nos priorités et plus capable d'agir sans sacrifier ni notre intégrité, ni nos liens essentiels. Alors, si la pleine lune a lieu dans notre maison 1, nous sentons le besoin d'affirmer notre singularité au grand jour. Cette pleine lune met en lumière notre manière d'apparaître, notre style, notre présence. Nous pouvons ressentir une tension entre rester fidèles à nous-mêmes et répondre aux attentes du groupe. Il est temps d'assumer nos différences comme une force. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 2, ce sont les questions de valeur et de ressources qui s'imposent. Nous demandons ce qui a vraiment de la valeur à nos yeux et si nos revenus reflètent notre contribution réelle. Il peut s'agir de réajuster notre rapport à l'argent ou de libérer des biens et habitudes matérielles qui ne nous nourrissent plus. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 3, c'est notre univers mental qui s'active. Échanges, écriture, rencontres, déplacements, bref, cette pleine lune nous pousse à prendre la parole dans un cercle plus large, à diffuser des idées, mais aussi à écouter les signaux du voisinage et de notre entourage proche. Attention aux discussions trop polarisées. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 4, ce sont nos fondations intimes qui sont éclairées. Il peut être question de maison, de famille ou de la manière dont nous créons un espace de sécurité émotionnelle. Nous pouvons être amenés à réconcilier notre besoin de liberté avec nos racines ou à faire évoluer une dynamique familiale qui nous limite. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 5, c'est le moment de mettre notre créativité sur le devant de la scène. Nous sentons l'envie de jouer, de nous exprimer, d'aimer librement. L'attention peut venir d'un groupe ou d'un collectif qui ne comprend pas notre style, mais cette pleine lune nous invite à nous affirmer par la joie et le plaisir. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 6, c'est le quotidien, le travail, la santé qui sont mis en lumière. Nous voyons clairement ce qui dans nos habitudes doit être libéré pour gagner en fluidité. Il peut s'agir de revoir notre organisation professionnelle ou nos routines physiques en cherchant plus d'efficacité et moins de contraintes inutiles. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 7, ce sont les relations qui deviennent le théâtre de révélation. Nous voyons nos partenaires, amoureux, professionnels, associatifs, sous un nouveau jour où nous réalisons ce que nous devons clarifier pour que les liens soient équilibrés. Il faut dialoguer franchement sans tomber dans le drame. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 8, les partages profonds, émotionnels, financiers, intimes sont activés. Cette pleine lune nous confronte à nos dépendances et à ce que nous sommes prêts à transformer. C'est une occasion de couper des liens toxiques ou de rééquilibrer des échanges de pouvoir. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 9, nous sommes poussés à élargir notre horizon, études, voyages, formations, projets philosophiques ou spirituels qui prennent de l'ampleur. Cette pleine lune peut provoquer un déclic sur notre vision du monde ou nous donner l'envie de partager notre savoir plus largement. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 10, la lumière se porte sur notre vie publique, notre ambition, notre rôle social. Nous sommes visibles et cela peut être l'occasion d'une reconnaissance ou d'un changement de direction. Nous devons trouver comment conjuguer authenticité et attente du collectif. Si la pleine lune a lieu dans notre maison
11, ce sont les amitiés, les réseaux, les engagements collectifs qui sont au premier plan. Nous pouvons revoir notre place dans un groupe ou décider de rejoindre une cause qui nous parle vraiment. La question centrale ici, c'est est-ce que ces alliances servent encore mon évolution ? Si la pleine lune a lieu dans notre maison 12, c'est l'invisible, le secret, l'intériorité qui prennent le dessus. Cette pleine lune peut éclairer des zones d'ombre, révéler ce qui agissait en coulisses. C'est aussi le moment fort pour se retirer, méditer, laisser aller ce qui encombre notre inconscient et nous empêche de renaître. On va noter que l'absence totale de signes de terre dans le thème de cette pleine lune en Verseau crée une ambiance où l'élément concret, pragmatique, ancrant est littéralement en vacances. Nous sommes baignés dans une dynamique d'air, de feu et d'eau, ce qui favorise l'idée, l'élan, l'émotion, mais laisse le domaine de la matérialisation un peu orphelin. Autrement dit, le souffle, il est bien là, le cœur bat fort, l'inspiration circule, mais les fondations, elles, sont fragiles ou absentes si nous ne faisons pas un effort conscient pour les poser. Nous avons tendance à nous emballer pour un projet, à multiplier les engagements et les visions sans vérifier leur faisabilité. Les discussions peuvent être passionnées et brillantes, mais déconnectées de la réalité logistique ou budgétaire. Et dans nos vies personnelles, ça peut se traduire par un certain flottement. On sent que quelque chose doit changer, mais on ne sait pas par où commencer concrètement. Alors, pour pallier, nous pourrions intégrer volontairement, du coup, des gestes de terre. Établir un planning, budgétiser, faire un état des lieux précis de nos moyens, travailler le lien corps-esprit, pratiquer une activité physique régulière, cuisiner, jardiner, bricoler, tout ce qui relie au tangible. Confier la partie technique ou logistique d'un projet, par exemple, à des personnes qui sont plus ancrées, si ce n'est pas notre point fort, pour retrouver l'équilibre, pour maintenir un équilibre. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je propose encore une réduction sur les analyses de thèmes, les révolutions solaires et les synastries au choix jusqu'à la fin du mois. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site astrolosophie.com ou m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Profitez-en pour faire un rituel d'attraction positive ou un exercice de visualisation positive avec cette pleine lune en Verseau. Et puis on se retrouve bientôt sur Astrolosophie.